Le 32e numéro de votre podcast préféré, j'ai bien nommé Bug. Et oui, bonsoir à tous ou bonjour à tous et à toutes. C'est toujours vos fidèles compagnons de l'aventure Bug qui vous accompagnent aujourd'hui avec un sommaire qui sera palpitant, on l'espère. Alors, je suis toujours accompagné de mes deux fidèles acolytes Seb. Salut Seb. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pourquoi la valise? Ah ouais, comme ça, hein, s'il y aura des accords, c'est fini, tu te casses. On n'est pas toujours obligé d'être 100% d'accord, tu sais. Parfois on adore, parfois on est déçu, c'est la vie, hein. Et quoi, Bastien? Il a encore rien dit. Bah et alors? Je le connais depuis plus longtemps que toi, tu sais. On a partagé des trucs, des moments inoubliables. Lost, c'est autre chose qu'un Marvel, tu sais. Ah ouais, bah si c'est comme ça, tu prends tes clics et tes claques et tu te casses, hein. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Barre-toi, salope. Oui, bonjour, pardon pour ce petit désagrément, il y a du rififi chez les Grumpy, mais ça va aller, on a une émission à faire et on va la faire bien. Putain, du rififi chez les Grumpy, je valide ce pitch. J'ai trouvé, j'étais content, je l'ai gardé. Ouais, tu as bien fait. Et donc, l'autre personne qui nous accompagne encore ce soir, c'est Bastien. Salut Bastien. Hey! Salut à toi, Royal Baby! Welcome to the human race, cher Louis Arthur Charles. Ici, c'est Bug. Alors, pour te briefer grosso modo un petit peu dans ce monde, alors en général, moi je parle avec beaucoup d'enthousiasme de séries humanistes dont mes camarades se contrefoutent. Seb, lui en général, il chronique des films de super-héros. Et des fois, quand c'est pas dans l'actualité et qu'il a donc l'occasion de parler cinéma, bah il te prépare une petite chronique de 30 minutes sur un 50 nuances de grey. Et au milieu de tout ça, on a Alphonse qui essaye de coordonner l'émission tant bien que mal. Et en général, il n'a rien vu. Mais bon, comme il est plutôt bon client, il se fend la gueule de nos facettis. C'est plutôt pas mal résumé. C'est exactement ça, quoi. Bon bah je crois qu'on peut conclure l'émission sur ça. Et bah, dans 2 semaines. Pour justement le dernier 50 nuances de grey. Ça tombe bien. Oh, bravo. Une belle introduction Bastien et effectivement bienvenue à Louis. Salut à tous. Donc messieurs et mesdames, le programme de l'émission d'aujourd'hui. Donc vu qu'il est sorti en salle mercredi, Seb va nous parler du dernier Avengers Infinity War. Il y aura encore le petit pot pourri de Bastien avec cette fois-ci 2 séries, dont la 8e saison de The Walking Dead et la série anglaise The Terror. Et j'irai d'un petit laïus sur la série documentaire produite et diffusée par Netflix, Wild Wild Country. Donc voilà, encore un sommaire bien rempli. On espère que ça sera aussi intéressant que d'habitude. Et on va commencer tout de suite, je pense, avec le Avengers. C'est Seb qui s'y colle. À toi, Seb. Ouais, l'événement de l'année, voire de la décennie, et probablement même du siècle. Oh, et puis merde, le plus grand film jamais réalisé. C'est du jamais vu, hein. On connaît enfin ce qu'a pu être l'effet de découvrir l'Empire contre-attaque au cinéma en 1980, couplé en plus à un film genre Magnolia de Paul Thomas Anderson. C'est tout ça, Avengers Infinity War. Enfin, d'après les fanboys un peu trop surexcités et qui n'arrivent plus à se sentir pissés. Pour les autres, c'est un peu autre chose. Tu sais, ces gens qui tempéraient il y a quelques semaines les avis trop enthousiastes sur Ready Player One, mais qui maintenant font pareil avec ce Avengers en refusant absolument qu'on puisse en dire le moindre mal. Ah, c'est toujours amusant de voir un fanboy critiquer un autre fanboy pour faire exactement ce qu'il fait. Ils sont cons. Bref. Comme vous le savez, je suis un assez bon client Marvel, et si vous avez suivi ce que je disais il y a 2 semaines, entre 2 interventions de Jean-Pierre Coff et Jean-Vincent Placé, au milieu des Marvel, il y a 3 films qui sortent du lot. Pas les 3 meilleurs Marvel, pas 3 bons films adaptés de comic book, non, juste 3 bons films, ce sont les Captain America. Et ce Avengers est écrit et réalisé par ceux qui ont fait ces 3 films. Imaginez un peu mon excitation en entrant dans la salle. Et de ce fait, ma déception en sortant de la même salle. Parce que oui, quand je commence un film dans une salle, je le termine dans la même salle. C'est comme ça, moi, hein. Tu sais, je suis en Belgique, là, je suis un petit peu foufou comme ça. Je ne change pas de salle en plein milieu du truc. Ouais. Parce qu'il y en a qui font ça. Écoute, au plein milieu du film, il y a quelqu'un qui est rentré et 10 minutes après, il est ressorti. Donc, je sais pas ce qu'il venait faire. Je venais voir. Ouais. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris, je m'en vais. Moi, je comprends rien, je m'en vais. Donc, donc pourtant pendant 2h30, j'ai pas vu le temps passer. Je serais complètement malhonnête de dire que je n'ai pas passé un bon moment. Mais le fameux mettre son cerveau sur off, moi je peux pas. Je suis un être humain fonctionnel, désolé. Donc déjà pendant la séance ça coinçait, mais en sortant, plus j'y pensais, pire c'était. Je vais donc faire mon Bastien un instant.
Infinity War, c'est pas désagréable pendant la vision, mais après, il n'en reste rien. C'est pas un mauvais film, hein, loin de là. Il y a trop de bonnes choses dedans et trop de générosité pour en arriver là. Mais c'est tellement futile, tellement inimportant. Je savais ce qui allait se passer dans le film avant d'entrer dans la salle. Et je savais même ce qu'allait nous raconter sa deuxième partie l'année prochaine. J'espérais me tromper, j'espérais être surpris. Maintenant que j'ai vu le film, le seul gros facteur inconnu d'Avengers 4 est sa conclusion. Encore une fois, j'espère me tromper, j'espère être surpris. Mais en attendant, faut-il vraiment attendre la seconde partie d'un film pour juger le dit film ? C'est un problème, si c'est le cas. Parce que ouais, c'est un film coupé en deux. Et savoir ce qui allait se passer dans le suivant me donnait l'impression d'assister à pas grand chose pendant 2h30. Alors peut-être que ça prendra de l'ampleur une fois l'histoire complète, mais le Seigneur des Anneaux, chaque film n'est qu'un tiers de l'histoire. Alors pourquoi ça marche ? Et pourquoi ici il me manque un sentiment de conclusion ? Retour vers le futur 2 et 3 sont le même film coupé en deux, avec un gros cliffhanger à la moitié donc. Pourquoi, comme pour chaque Seigneur des Anneaux, j'ai un sentiment de conclusion à la fin ? Pourquoi l'Empire contre-attaque, qui lui aussi se termine sur un putain de gros cliffhanger, me donne un sentiment de conclusion ? Mais si c'était que ça. Mais non, ce qui est marrant, c'est d'avoir vu plein de gens chier sur Justice League parce que ça racontait rien. C'est fou parce qu'ici, la critique est hyper excitée, alors que... ça raconte rien non plus. En fait, ça raconte la même chose que Justice League. C'est juste mieux construit. La preuve, l'histoire c'est le méchant qui cherche à mettre la main sur les Mother Box ou les pierres d'infinité, et les super-héros doivent s'unir pour l'en empêcher, et le stopper. C'est la putain de même chose. Et ça va pas plus loin dans aucun des cas. De toute façon, il y a trop de personnages pour pouvoir raconter quoi que ce soit d'autre. Et je trouve déjà que les Russo ont fait un excellent travail là-dessus. Ils arrivent à rendre la chose suffisamment fluide pour que ça soit pas gênant. Le récit respire par moments, et il n'y a pas que de l'action non-stop. On n'est pas dans l'apparition caméo puis disparition non plus instantanée. Mieux ou pire, c'est selon, au début du film, ça se fight à New York, et il y a un vaisseau alien qui débarque, Iron Man et Doctor Strange sont là, et au loin, Spider-Man voit le vaisseau, et il y va rejoignant la bataille. C'est d'une logique implacable qui rend presque caduque les films solo, où un truc dingue se passe, et personne d'autre n'intervient. Ça c'est le point positif parce que à côté la rencontre entre Iron Man et Doctor Strange c'est complètement bâclé, mais on y reviendra plus tard. Parce que là je parlais du point positif, mais forcément il y a un revers de la médaille. Si ça s'enchaîne bien, ça s'enchaîne trop vite. C'est super bâclé. Les rencontres, comme je le disais, attendues déçoivent forcément à une ou deux près. Pour démontrer le truc, je vais utiliser Bruce Banner alias Hulk. Il a disparu depuis le deuxième Avengers. Ce qui est pas rien quand même. Et quand il revient, les retrouvailles se font en 2-3 mots type « Coucou, je suis reviendu ». Mais, et même quand il évoque Thor, qu'il pense mort, c'est expédié. Il n'y a aucun poids derrière, aucune émotion véritable. On annonce, on passe à autre chose. Et ça m'amène donc sur l'autre problématique du film. Il n'y a aucun vrai poids dramatique. On ressent une ambiance plus froide, plus sérieuse, c'est certain et indéniable. Mais autour de ça, les personnages font un festival de bons mots. C'est blague sur blague, la dramaturgie disparaît. C'est un film sombre, mais gorgé de bonne humeur et de bons mots. Pourquoi pas ? Mais du coup, je ressens jamais vraiment la menace, encore une fois, à l'exception de 2 ou 3 séquences trop rares. Le film se déroule sur une poignée d'heures à peine, et tout va trop vite pour s'intéresser. Les Russo avaient prouvé sur Civil War, qui contenait pas mal d'Avengers, qu'ils savaient gérer le temps de présence à l'écran, et ils le prouvent encore. Mais trop c'est trop. Et du coup, il y a quasiment rien pour personne. Pas mal de persos font de la figuration et une petite poignée est sur le devant de la scène. Le reste se partageant les miettes. L'entrée en scène de Captain America, dans l'ombre, avec le thème musical des Avengers, rien que pour lui, c'est la classe. Après, on s'en cogne. Et comme c'est mon perso préféré, ça m'ennuie un peu. Black Panther, il est là pour être là, et ainsi de suite. Ouais, ok, je me marre quand Groot lâche un I am Groot, et que Captain America réplique I am Steve Rogers. Parce que parfois la bonne humeur ça passe bien. Mais quand tu crois qu'un proche est mort, t'as moins envie de rigoler. Il y a un souci. Donc pourquoi ils s'amusent ? Pourquoi ils font des blagues ? Pourquoi ils sont de bonne humeur ? C'est pas normal. Trop de personnages donc. Mais fallait pas rater le personnage. Celui teasé il y a 6 ans dans le premier Avengers. Thanos. Et le gars se paye la part du lion. C'est son film. C'est lui qui a le plus de temps de présence à l'écran. C'est le personnage le plus développé. Et faut dire ce qui est, ouais, il est réussi. Ses motivations sont dans sa propre logique perverse, complètement cohérente et compréhensible. Et il parvient même à avoir la seule scène vraiment émouvante du film. La seule qui a un impact important sur la suite.
À ses côtés, on retrouve l'Ordre Noir, et là, ça ira vite. Hein. En dehors de Ebony Maw, qui est très réussi, mais qui disparaît trop vite, l'éternel problème du bâclage, les autres sont assez oubliables. Thanos se bat finalement très peu dans le film, il leur laisse le boulot. Lui, il est surtout là pour mettre un terme aux choses. C'est un bon gros tueur, le bonhomme. Et notre ami Kevin Feige, qui m'a quitté, il est parti là. Il a pas claqué la porte, donc peut-être qu'il attend dehors sous la pluie, j'irai voir après. Bref, notre ami Kevin Feige nous avait promis des morts parmi les Avengers. Ce qui nous amène donc maintenant à la dernière problématique du film. Et là, c'est spoiler, donc si vous ne voulez rien savoir, dans la description, il y a le runtime de l'émission qui indique où aller pour éviter toute information. Donc, est-ce que là, du coup, dans cette partie, tu vas annoncer ce qui se passera dans le prochain Avengers? Non, mais je peux le faire si tu veux, une fois que j'ai terminé. Il faudra que tu le fasses une fois que ça sera terminé, effectivement. Donc, le temps de laisser à nos amis le temps de se préparer, une petite chanson pour accompagner ce dernier jour d'avril qu'on ne pourra plus chanter dès demain. Joli mois de mai, quand reviendras-tu m'apporter des feuilles, joli mois de mai, quand reviendras-tu m'apporter des feuilles pour me torcher le cul. Wow. Voilà, spoiler maintenant. On s'encarre de ces putains de morts. Le film démarre là où Thor Ragnarok s'arrêtait. Donc Thor, Loki, Hulk et le reste d'Asgard faisant face au vaisseau de Thanos. Loki détient une des pierres d'infinité. Donc Thanos va la récupérer et tuer de ce fait Loki dans les 5 premières minutes. Sauf que Loki, à part les cons, on s'en branle complet. La seule vraie mort qui a un impact est celle de Gamora des Gardiens de la Galaxie, fille préférée de Thanos, et il doit sacrifier ce qu'il aime le plus au monde pour récupérer la pierre de l'âme, et ce sera elle. C'est la seule mort qui a un vrai impact, la seule où tu t'intéresses à son sort, parce que les autres, Iron Man il se fait embrocher par Thanos, il est sur le point de mourir, mais Strange échange la pierre du temps contre la vie de Stark. Sauvé. Vision vivant grâce à la pierre de l'esprit, Thanos le tue pour la récupérer, logique, et là il a toutes les pierres, et fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Il claque des doigts et instantanément, la moitié de l'humanité disparaît, incluant Groot, Spider-Man, Black Panther, Doctor Strange et pas mal d'autres Avengers. Et le film se termine donc sur ces notes austères, l'échec des Avengers et la victoire de Thanos, plus d'espoir. Sauf que, on vient quand même de me parler d'une pierre qui permet de remonter le temps. Et quand on connaît un peu les comics, on sait qu'ils aiment jouer avec le multiverse et ce genre de choses. Souvenez-vous de X-Men Days of Future Past. Non, pas du tout. Past. C'est complètement ça. C'est rebooter le truc tout en étant dans la continuation. Et c'est pour ça que je m'en cogne. Parce qu'à part Loki et Vision dont je me fous un peu, et Gamora qui a une vraie belle mort, les autres, putain, on s'en fout. Captain Marvel est teasé dans la scène post-générique et aura son film en mars prochain, juste avant Avengers 4. Et avec les survivants, ils vont tout faire pour sauver la situation, remonter le temps, ce qui est cool car j'adore les voyages dans le temps, et empêcher Thanos de mettre la main sur les pierres. Donc oui, il y aura peut-être des morts dans le 4ème Avengers, très certainement, même des sacrifices. Et là, pour le coup, ça comptera. Mais quand tu tues Spider-Man dans les 10 dernières minutes de ton film, alors que son deuxième film solo se tournera à partir de juillet, moi je m'en fous quoi. Je sais qu'en fait ça va aller. Donc pourquoi est-ce que je serais affecté par sa mort? C'est impossible. Et du coup ça rend tout le film inutile, puisqu'il sera quasiment complètement effacé dans un an. À moins d'une surprise, mais bon. Bref, je crois toujours en Avengers 4, malgré tout. Il y aura tout de suite moins de personnages, et comme j'avais très envie de voir les retrouvailles en Captain America et Iron Man, qui n'ont pas eu lieu ici, pour le coup, ce sera normalement pas bâclé, parce que tu devrais logiquement avoir un peu plus de temps. Donc maintenant, ce qui s'est passé, c'est que Age of Ultron, donc le deuxième Avengers, il faut savoir que dans le comics, Ultron est beaucoup plus puissant que le truc qu'on a eu dans le film, qui est très réussi en passant, mais qui n'est pas aussi puissant. Et Ultron tue quasiment tous les Avengers. Et la fin, c'est Wolverine qui voyage dans le temps et va tuer Hank Pym, le premier Ant-Man, créateur de Ultron, il le tue avant la création d'Ultron. Et du coup, ça reboot toute l'affaire, etc. C'est un truc habituel des comics. Et je me suis dit, ils l'ont pas fait là. Vu que ça sent quand même le roussi avec Thanos, ils vont nous le faire ici. Et le 4ème film, le but sera donc de remonter le temps pour empêcher les trucs. Et c'est Captain Marvel qui va s'occuper de ce petit boulot. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le film. C'est pour ça, à part 2-3 séquences, par exemple comment il récupère la pierre de l'âme, qui est la seule qu'on avait encore jamais vue dans les films, j'ai trouvé toute la séquence absolument géniale, puisqu'on est dans la séquence spoiler, le retour de Crâne Rouge, le méchant du premier Captain America.
Mais voilà, à part de ça, j'ai pas eu de surprise et ça m'emmerde grandement. Donc ouais, je sais pas comment va se terminer exactement Avengers 4, je sais pas qui va mourir, etc. Mais une chose est sûre, Black Panther, son film a été un tel succès. Vous pensez vraiment qu'ils vont le tuer? En admettant qu'ils décident vraiment de le buter, ils ont 1 an d'ici la sortie du 4, ils vont aller faire des reshoots. C'est obligé. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant. Et donc, quelles sont les surprises que tu attendrais dans le dernier volet? Enfin, quand tu vois ce qui va se passer dans le dernier volet, enfin dans le prochain. Moi déjà, j'attends un truc... Parce qu'en fait, on sait déjà que ça va se passer quelques années plus tard, parce qu'ils ont casté une actrice pour jouer la fille de Ant-Man, qui est plus âgée que celle qui joue dans le deuxième, qui sort dans 3 mois. Donc ça va déjà se passer quelques années plus tard, et on va normalement avoir une ambiance qui va justement être sombre et inquiétante. Après... Je continue puisqu'on est dans la partie spoiler et j'imagine que vous en avez vraiment rien à foutre. J'ai vu hier soir une vidéo sur YouTube d'un mec qui explique qu'apparemment tout ça ferait partie du plan de Doctor Strange. En fait, à un moment, puisqu'il a la pierre du temps, il voit 14 millions de possibilités différentes de manière dont ça pourrait se terminer. Et il y en a une seule sur 14 millions où ils parviennent à vaincre Thanos. Et donc il arrive à la fin et Iron Man est sur le point de mourir. Et il décide de donner la pierre à Thanos pour sauver la vie d'Iron Man. Donc la question maintenant qu'on se pose, est-ce que la mort d'Iron Man permettait la victoire? Ou est-ce que... Et du coup, il aurait fait ce sacrifice alors qu'au début il disait vous pouvez crever les gars, je m'en fous, je garde la pierre. Ou alors est-ce que ça fait vraiment partie du plan, quoi? La question est là. Et moi, ce que j'attends vraiment du film maintenant, c'est de me surprendre là où ce Avengers m'a déçu, quoi. Que maintenant, normalement, puisqu'il y en a plein qui sont morts, il y aura moins de personnages, on pourra plus se poser sur eux, plus raconter une histoire intéressante. Mais il y a des photos de tournage où Captain Marvel remonte le temps et on va revisiter des séquences déjà vues dans les films précédents. Donc ça m'ennuie un petit peu. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais... c'est marrant parce que ça pourrait être intéressant. Bah oui, justement, moi, comme je suis un gros fan de voyage dans le temps, ça peut être super intéressant, mais en même temps, j'ai envie qu'ils me surprennent plus que ça, quoi. Est-ce qu'ils vont faire un film historique? Voilà. Enfin bon, ça c'est pour la fin du spoiler. Nos amis qui sont revenus après ma jolie chanson sur le mois d'avril et le mois de mai sont là. Donc, pour conclure, je m'étais toujours dit, vu la hype critique autour des Marvel, il faudrait un jour qu'ils fassent un gros n'importe quoi pour voir ce que ça allait donner. Il y a eu Thor Ragnarok depuis, qui était un joli fuck à la face, et tout le monde était en extase. Marvel peut tout faire, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a une grosse bataille à la fin qui a été comparée à une bataille du Seigneur des Anneaux. À part avoir de la merde dans les yeux, je vois pas comment on peut dire ça. Mais bon, le film est aussi comparé à l'Empire contre-attaque, ou à un film de Paul Thomas Anderson. Pour les critiques, Avengers Infinity War, c'est un camoulox de référence, et ça fait peur. Reste que le film est très loin d'être dégueulasse, il apparaît juste 20, et pour ce fameux événement tant attendu, ça la fout un peu mal quand même. Et est-ce que du coup, ça serait pas, au vu du 4e épisode, qu'il faudra juger cette chose? Mais... Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça, c'est la question. Il y a des gens qui disent faut pas juger le film, mais parce qu'on n'a pas l'histoire complète. Déjà, j'aimerais bien le revoir pour pouvoir me faire une idée complète, parce que faut dire que c'est quand même un film que j'attendais énormément, de par, justement, comme je disais, les mecs qui ont fait les Captain America. Du coup, peut-être que je l'apprécierais plus à la deuxième vision, mais reste quand même un gros souci qui est non négligeable. Je pense pas que tu puisses juger le film uniquement en ayant vu le deuxième, quoi. Normalement, tu devrais pouvoir juger le truc comme ça, quoi. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je pense que ça serait une mauvaise excuse. Parce que le meilleur Seigneur des Anneaux, ça reste, pour moi personnellement, c'est le Retour du Roi, mais je connais plein de gens pour qui c'est les 2 tours. Les 2 tours, c'est vraiment le truc en plein milieu, donc t'as aucun problème à regarder ce film tout seul. Normalement, ça devrait être le cas pour tous les films qui sont coupés en 2 comme ça, quoi. Ouais, effectivement. Exactement ça. Mais oui, moi aussi, je pense que c'est une fausse excuse. Juste que, effectivement, après, les mecs... on a forcément gardé sous le coude pour le prochain, qui, rappelons-le, c'est l'équivalent du Parrain, mais en film de super-héros. Exactement. Ouais, parce que là, on a fait encore quelques comparaisons, il en restera encore à faire quelques-unes, je pense. Peut-être qu'il y aura aussi, que ce sera le 2001, l'Odyssée de l'espace, aussi du film de super-héros. Le Citizen Kane, du film de super-héros. Enfin, bon, bref. Vivement, et je sens l'année prochaine. Dans un an tout pile. Ah, d'accord. Il est déjà tourné, je enfin. pense... Enfin, il va probablement faire des reshoots, mais il est déjà tourné.
Il se fera probablement à Cannes. Bah oui, pour faire l'ouverture. Non, il sort juste avant Cannes, donc ça n'ira pas. Ah, quel dommage. Après, il y a Et un donc, truc, si vous avez vu la bande-annonce, il y a des petites cachotteries. Et je trouve ça assez pathétique. T'as une séquence où Hulk apparaît dans la bande-annonce au Wakanda. Hulk n'est pas présent dans cette scène du tout. Dans le trailer, t'as Spider-Man et Doctor Strange. D'ailleurs, c'est une séquence que j'ai adorée dans la bande-annonce parce que c'est exactement pourquoi Tom Holland est pour moi le meilleur Spider-Man. C'est au moment où il se présente en tant que Peter Parker et Strange, qui s'appelle vraiment Doctor Strange puisqu'il est docteur, dit Doctor Strange et Spider-Man réplique « Ah, donc on utilise nos pseudos. Dans ce cas, je suis Spider-Man. » C'est exactement pourquoi je trouve que Tom Holland est le meilleur Spider-Man à l'écran. En fait, dans cette scène de la bande-annonce où ils sont juste tous les deux, dans le film, en second plan, il y a Tony Stark. Bah, c'est marrant du coup, c'est fait exprès pour piéger le spectateur ou comment t'expliques ça? Apparemment, alors ça, je pense qu'il y a des séquences dans la bande-annonce qui ont été faites pour justement te faire croire que t'allais voir un Mais je truc trouve ça que t'allais génial. voir. Je trouve ça absolument génial. Moi en fait j'aime pas parce que si tu me vends Hulk alors que j'adore Ah Hulk, bah oui. je vais te dégoûter de pas le voir. Ah bah bien sûr. Là, c'est à double tranchant cette histoire. Ah oui. Complètement. Mais après, il y a l'autre double tranchant, c'est que la critique, parce que je viens de lire ça, j'ai vu ça ce matin, la critique adore parce que c'est Marvel, mais quand DC se permet de faire un trailer avec les images de Zack Snyder sur Justice League qui ne sont pas dans le film, là c'est honteux. Donc est-ce qu'il y a vraiment une différence entre faire des fausses scènes dans ta bande-annonce ou utiliser des scènes qui existent mais qui ne seront pas utilisées? Pour moi, c'est exactement pareil. Je sais pas, je trouve pas ça logique. Après, il y a un autre problème, c'est que apparemment les acteurs disaient que parfois ils jouaient devant rien et un autre personnage était rajouté en post-prod. Donc je pense que c'est aussi ça. Ça devient hallucinant cette façon de faire des cachotteries, quoi. Mais du coup, ça voudrait dire quand même que les mecs tâtonnent quand même pas mal et que, enfin, c'est bizarre. C'est vraiment le genre de truc. Ouais, ça serait intéressant de savoir juste avant le fond, vraiment le fin fond de cette histoire, parce que ça m'intéresse, ça, tu vois. Ouais. Ça serait la première fois que j'aurais entendu que des mecs aient fait ça volontairement pour dérouter le spectateur, pour l'emmener sur des attentes qui au final ne seraient pas comblées. Ça serait vraiment pour le coup complètement malhonnête, mais plutôt, moi je trouve ça plutôt amusant, quoi. Ouais, après, supprimer un personnage du plan, à la limite, oui, pourquoi pas, parce que ça n'a pas foncièrement effectivement ajouter un personnage qui va te faire attendre un truc et qui ne sera pas là, moi ça m'horrifie, quoi. Ah ouais, c'est hyper malhonnête. Surtout que Hulk, c'est le personnage le moins présent du MCU, quoi. Ah, clairement, c'est intéressant cette petite chose. J'aime beaucoup ce jeu note. Bah alors Bastien, t'es hypé, t'as envie de foncer le voir là. Absolument, tout est C'est- moustillé. Je te sens ému, Bastien. Bah écoute, j'ai l'impression que tu recommences peu à peu à retrouver en fait la raison. Peut-être que c'est le début de Non, de parce quelque qu'il a chose. dit Tu crois que je vais Non, mais regarder il a- This Is Us et trouver ça intéressant? Peut-être pas, mais une feel good série. t'as pas encore passé l'étape de c'est même plus divertissant. On sent que là t'as passé quand même un bon moment. Tu l'as C'est dit. difficile de bouder son plaisir, quoi, parce que il y a des trucs assez cool. Là, je disais, là, la bataille finale, par exemple, elle est en deux plans, elle est en deux trucs différents. Il y a la bataille au Wakanda et la bataille sur Titan, la planète de Thanos, et donc c'est coupé en deux et c'est vachement moins bien que la bataille de New York dans le premier Avengers. Mais la fight la plus intéressante, c'est au début du film, vraiment au tout début, hein, parce que je te jure que ça s'enchaîne à mort. Hein, t'as juste avant de mourir Heimdall. On revient les spoilers, les enfants, si vous le dégagez, dégagez. Heimdall, donc Idris Elba, qui envoie Hulk après qu'il s'est fait péter la gueule par Thanos, il le renvoie sur Terre, boum, il tombe chez Doctor Strange et il dit oh mon dieu, c'est la merde. Doctor Strange va chercher Iron Man et puis 3 minutes après, ça se fight contre les méchants. Et cette fight là avec Spider-Man qui débarque est vraiment très cool. En tout cas, en même temps, Seb avait quand même des attentes assez importantes sur le film et au final, il en est pas foncièrement déçu. Il a quand même passé un bon moment et compagnie, donc ça veut dire que le film, c'est quand même pas non plus, c'est pas un ratage au bon et due forme. Généralement, quand tu vas voir un film que t'attends beaucoup et que que t'as pas kiffé, t'es quand même bien vénère. Donc là, je trouve que non, finalement. Là, tu vois, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la moitié de film, quoi. C'est-à-dire que je me dis que déjà, il faut que je revoie pour me faire une opinion complète. C'est vrai, c'est ça. Et ensuite, voir la fin de l'histoire. Et je devrais pas avoir à attendre la fin de l'histoire pour savoir si j'aime le film ou pas, quoi. C'est ça le problème. Rendez-vous dans un an dans Bug numéro 54. Voilà. Et la vraie problématique, donc, comme je disais, il y a trop de personnages. T'en aurais supprimé quelques-uns, ça n'aurait pas fait de tort au truc, quoi.
Ouais, mais sinon ça aurait pas été un film de Paul Thomas Anderson. Oui, voilà. Donc, ça a été quand même un petit peu dommage de se passer de ça. Bon, bah écoutez, je pense que on a fait ce qu'on a pu sur ce Avengers Infinity War, donc réalisé par les frères Russo, rappelons-le, qui n'ont rien à voir avec René Russo. Non, mais ils ont fait Toi, moi et Dupré. Et Donc... Daniel Russo, peut-être. Donc Daniel Russo, qui est le copain de Laurent Baffy. Donc est-ce que Laurent Baffy et les frères Russo ont déjà fait quelque chose Bah, Laurent Baffy a peut-être Ok. écrit les meilleures blagues de Avengers, qui sait. d'Avengers, ouais, Camoulox. Voilà. Bon, bah écoutez, nous allons passer maintenant au petit pot pourri de Bastien, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Moi, ça m'emmerde, perso, mais bon. Ouais, écoutez, je crois que Jean-Pierre Coff s'est pas mal tenu pendant toute la chronique de Seth, donc je tiens à l'en féliciter, et que Kevin a arrêté de gratter à la porte. Donc, Non, je vais aller voir Kevin. s'il est là. Kevin Ah, ta gueule, j'attends le bus. Putain, je l'entends depuis dehors, super bien. Il parle fort. en tout cas, Kevin, il est en train de compter ses billets depuis tout à l'heure. Ah ouais, et il est apparemment, pété de thunes, le mec, hein, il a un peu rien à c'est- branler. c'est Picsou dans sa baignoire de billets. Ah, d'ailleurs, si je peux juste me permettre, le film a coûté, je sais plus, genre 400 millions de dollars, un truc comme ça, c'est complètement fou. Ça se voit pas trop à l'écran non plus. Hein. En fait, Ça, c'est- le budget, c'est pour payer c'est les moche. acteurs. Hein. Ouais, c'est ça, Tu c'est- retires toutes les le stars, tu casting, fais un film à 150 millions de dollars, c'est la même chose. Hein. Donc arrêtez de vous branler sur le budget, quoi. Surtout que ça n'a jamais fait un bon film, un gros budget. Voilà. Qui plus est. Bon, bah donc, Bastien, tu fais. Pousse-toi, zombie. Ouais, Non, il était bien fait, hein. t'es bien fait quand même. Ouais, quand même. Bon les garçons, installez-vous puisque j'ai enfin regardé cette 8e saison de Walking Dead et je sais que vous l'attendez depuis l'année dernière puisque je Ah, suis grave. maintenant un des seuls Merci à toi. survivants à avoir regardé ces 16 épisodes de 40 à 1 heure et plus de minutes. Donc ça prend quand même du temps à chaque fois dans une vie de regarder une saison de Walking Dead. C'est Moi je me suis placé sous le signe de respecter cette petite vision annuelle. Donc, souvenez-vous, l'année dernière, je vous avais laissé en plein chaos avec le Jump the Tiger, avec le tigre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pu nous faire cette année ? Eh bien, allons-y gaiement. Alors, donc, cette saison 8, il faut dire qu'elle ressemble beaucoup en fait à la 7e, à la précédente. C'est un peu comme si c'était la deuxième partie de ce qu'on avait vu l'année dernière, puisqu'on retrouve un petit peu les mêmes décors, les mêmes personnages, les mêmes enjeux, les mêmes buts. C'est d'ailleurs tous ces groupes éparpillés, on n'en peut juste plus, on n'en pouvait déjà plus dans la saison 7, mais là ils refont ça une bonne partie de la saison 8, avec tous ces clans. Moi je dis stop à ça. Donc les scénaristes en plus, comme à chaque rentrée de la série, nous ont encore promis mondes et merveilles en nous disant que la série allait enfin redresser la barre et que vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez en avoir pour votre argent, ça va être la meilleure saison de la série. Est-ce Ce qui qu'ils est ont fort, c'est changé que le- de showrunner sur cette saison-là encore ou Pas c'est le même encore, que- Non c'était la dernière année pour celui qui Ah, l'a donc qui ça l'a fait. sera l'année prochaine. Ouais, Scott Gimple Et est le showrunner. ils ont déjà annoncé Actuel. des changements pour la prochaine saison. Hein. C'est ça, il a le nouveau showrunner et là on nous promet mondes et merveilles et la série va repartir sur de bonnes bases. En plus, ce qui est fort, c'est que les mecs ils le font 2 fois par an parce que la série est à chaque fois coupée en moitié, Ouais. et donc il y a une pause de quasiment 2-3 mois, je crois, entre la deuxième moitié. Et à chaque fois aussi, dans cet intervalle-là, ils redisent oui, mais la deuxième moitié, venez nous voir, ça va être carrément bien. Ah là là. Alors il faut dire que la série, hein, on l'avait déjà dit l'année dernière, mais les zombies passent vraiment de plus en plus au second plan pour laisser place à la guéguerre des clans à la Koh-Lanta. Les zombies sont vraiment peu représentés, un petit peu plus dans la deuxième moitié, il y a un peu d'attaque, mais tu te demandes si tu regardes des fois une série de zombies. Après, donc le Jump the Tiger, bah, on le revoit notre ami le tigre au début de cette saison. Mais je vais vous décevoir, il se Il fait meurt. bouffer dès le Ah. 3e épisode, je crois, par une meute de zombies. Donc, Oh Mais est-ce là qu'il là. devient un zombie tigre non, Oh, ils ont putain. pas poussé le truc. RIP, petit ange, parti trop tôt. avec notre ami Les séquences. Grégory Le Marchal, maintenant il se balade au paradis.
Les séquences d'action sont toujours d'une mollesse absolument incroyable. C'est digne d'un film de Bruno Mattei par moment. C'est nanardesque au possible. Les mecs, c'est ça pour faire du bruit, ça tire. Il y a des cartouches qui partent dans tous les sens, ça tire partout, n'importe où. Mais pour instaurer ne serait-ce qu'une tension ou une immersion dans une scène d'action, on repassera. En plus, les mecs ne se font même plus chier parce qu'en fait, la plupart des épisodes sont réalisés par Greg Nicotero. Donc, Greg Nicotero, c'est plutôt le maquillage, son truc. Donc, ils vont même plus chercher des vrais réalisateurs. Ils font des économies surtout. Ouais, et tu te demandes même où est passé l'argent parce que la série, quand même, à une époque, il y avait quand même certaines séquences gore et tout, avec des zombies assez conséquentes. Et comme je vous le disais, là, les zombies, on les voit beaucoup moins. Après, il y a beaucoup de décors, donc à mon avis, la thune doit passer pas mal là-dedans. Les acteurs aussi doivent avoir plus d'argent qu'à un moment. On me dit François Fillon aussi. Rends l'argent. Et on se demande des fois où est passée la thune de la série. Après cette saison, je vais aller dans le spoiler, les garçons. Vas-y, fais-toi plaisir. Le gros événement important de cette saison, c'est quand même la mort de notre ami événement, la liaison était mauvaise. Non, le gros avec un mort la mort de Carl. Oui, c'est vrai. Oh, petit ange parti trop tôt. Non, lui non, trop tôt aussi. Lui, non. Trop tard. Donc c'est un peu cette mort qui arrive en milieu de saison qui va cristalliser un petit peu toutes les storylines de la saison pour la fin, avec forcément tout ça là en fait va engendrer une paix à la fin de cette saison entre le clan surtout de Negan et de Rick. Alors ça pareil, il faut le voir pour le croire. Femme Rick Hunter. Réponse. Il faut quand même rappeler que les mecs, début de la saison 7, Negan explosait Glenn avec une batte de baseball, un autre Abraham aussi qui se faisait buter. Les mecs se sont fait la guerre pendant 2 saisons à se tuer des camarades de chaque clan, et finalement tout ça à la fin de la saison avec la mort de Carl, ils se disent quand même putain, il faut qu'on fasse la paix quand même, il y a que ça comme issue. Et du coup, Rick, en fait, à la fin de la saison, il égorge Negan, mais il l'égorge d'une façon où il ne peut pas crever, où en fait c'est juste pour le calmer, pour faire la paix, quoi. Mais vous voyez, il l'égorge. Il l'égorge comme ça devant tout le monde qui sont là en train de regarder Negan. Putain, il s'est fait avoir, quoi. Et puis t'as tout le monde qui est là autour de Rick et tout, puis il fait allez me chercher le médecin, quoi. Il faut le soigner, le Negan, là, on va le sauver. Oh putain. Et donc c'est une paix dont on n'y croit pas trop, parce que même dans les dernières minutes on sent qu'il va y avoir même des propres tensions dans le camp de Rick, parce qu'il fallait pas laisser Negan vivant quand même. La paix, il a quand même fait beaucoup de mal, Negan, donc il y a des gens qui sont un peu pour la peine de mort dans cette série, donc il va y avoir des retournements de situation pour la saison 9. Après, l'idée d'avoir tué Carl, quand même, sur le papier, c'était assez couillu et même plutôt surprenant quand c'est arrivé dans la série de le tuer. Surtout que si j'ai bien compris, dans les comics, il est toujours vivant. Donc, c'était intéressant à faire, mais après, le problème de la série, c'est que les acteurs, ils jouent toujours comme des savates. Pour faire passer ne serait-ce qu'une once d'émotion, c'est pas possible. C'est écrit toujours en... Rick, là, et même Michonne, je peux vous dire que... ça me revient en tête. C'est écrit en pilotage automatique, et puis en plus Rick, il faut le dire, c'est qu'il ressemble de plus en plus à Stéphane Guillon, donc donc sa tête c'est plus de crasseux là, c'est plus possible. L'un des problèmes aussi de cette saison, c'est le personnage de Negan, qui était quand même le gros méchant de la saison 7, qui du coup, dans cette saison 8, il faut qu'on lui fasse perdre un peu de sa superbe, il faut un peu le désacraliser. Donc tout ça, au final, tu te dis que dans les prochaines saisons, il va y avoir un méchant encore plus over the top que lui, alors que ça devrait être normalement le stade ultime. Donc moi, ce genre de choses, ça commence à me les briser menu.
En plus, on essaye de l'humaniser forcément. Donc l'humanisation de Walking Dead va pas bien loin parce que je vous rappelle qu'il a une batte de baseball comme arme qui s'appelle Lucille. Et en fait, pourquoi elle s'appelle Lucille? Parce qu'il avait une femme qui s'appelait Lucille qui est décédée. D'accord. C'est logique. Donc, super, c'est la psychologie du personnage. Et puis il était éducateur pour jeunes en difficulté. C'était un peu Pascal le grand frère en fait, avant que tout ça arrive. Donc dans cette saison, on dit que c'est Pascal le Gonfrin contre Stéphane Guillon. C'est ça. Après, comme pour Avengers, beaucoup trop de personnages. En plus, ils en liquident quasiment pas cette saison d'important. Il y en a qui sont là vraiment pour la photo. Carole, qui est quand même là depuis le début de la série, là, cette saison, elle ne sert strictement à rien. T'as des gars qui disparaissent et qui réapparaissent dans le tout dernier épisode, confère Iron, l'homosexuel de la série, qu'on revoit dans l'ultime épisode avec le clan des filles de la plage, je ne sais pas trop quoi. Ça n'a avancé à rien. Donc il va falloir se concentrer un petit peu plus sur l'écriture, les garçons. Et puis surtout je vous ai gardé là quand même, faut que je vous raconte donc la séquence de cette année, parce que l'année dernière donc on avait la séquence du tigre, mais cette année il y avait encore une séquence Oh putain. absolument génialissime qui va tourner sur la toile. Les gifs sont aux aguets, je pense. Donc le petit chef-d'œuvre de cette saison se situe dans le 15e épisode, l'avant-dernier, pas dans le dernier ce coup-ci. Alors pour vous situer un peu, alors ça concerne le personnage d'Eugène, donc ça va pas trop vous parler. Eugène, c'est un peu le personnage comique de la série maintenant, comique du point de vue physique parce qu'il a une coupe au mulet. C'est le mec au début de la série qui faisait, voilà, c'était le mec qui faisait croire qu'il est très très fort alors qu'en fait il était peureux, tout ça. Donc lui finalement a rejoint le camp de Negan. Ah mais attends, depuis tout à l'heure, excuse-moi, tu parles de ça, mais j'ai l'impression que tu parles de Dragon Ball et que lui, en fait, c'est Hercule. C'est un peu Hercule, hein, c'est un peu le même principe. Il pousse le curseur quand même beaucoup moins. Et donc, Eugène est un traître maintenant pour le camp de Rick, mais c'est quelqu'un de très intelligent, donc c'est pour ça que chaque clan, en fait, ne le tue pas, parce qu'il a des bonnes idées, le mec, quand même. Donc, dans l'avant-dernier épisode, le clan de Rick arrive à le récupérer. Et donc il le transporte comme ça dans une rue et pour essayer de le récupérer. Et il y a des zombies qui arrivent au même moment. Et ils sentent qu'ils vont peut-être se faire attaquer par ces zombies. Et là, Eugène il regarde un peu autour de lui parce que comme il est très intelligent, il sent que c'est peut-être le moment de faire quelque chose, une diversion ou autre. Et donc la meuf, parce qu'il y a une meuf qui le tient par le bras et tout. Là, il regarde là, autour de lui, il voit une voiture et tout, et il sait pas trop ce qu'il va faire. Et puis là, tu le vois prendre ses doigts, et je vous jure, les gars, il se met les doigts dans la bouche, il se fait gerber, il dégobille sur la meuf, style Team America, quoi. Et du coup, la meuf, elle a plein de vomi sur elle, et puis là, il se barre en courant. Et c'est comme ça qu'il arrive à échapper au clan de Rick. D'accord. Parce qu'il a vomi sur la meuf. C'est du génie. Putain. Et là, tu te dis que les scénaristes, ils en ont plus rien à foutre, quoi. Même Scary Movie, ils n'auraient pas fait ça, quoi. La diversion en vomissant sur le personnage. Ouais, c'est joli. Waouh. Je posterai cette séquence sur la page Facebook de l'émission, je pense, pour que les gens la voient. Bon, après, donc comme on le disait, changement de showrunner again, donc parce que là la série a encore perdu énormément d'audience cette saison. Là, je crois que le final c'est la pire audience depuis genre le début de la saison 2 ou même le final de la saison 1, un truc comme ça. Carrément. Donc là ils commencent à flipper un peu leur mère, puisque rappelons que la série doit durer encore 20 ans ou je sais pas quoi. Donc là, il va falloir stopper l'hémorragie. J'ai même vu des gens qui disaient que la série dérivée, dont je me souviens plus du nom là, qu'elle était, voilà, c'est ça, Fear the Walking Dead, qu'elle était même devenue meilleure que celle-ci, que l'original. Ouais, c'est ça. Enfin, vous l'avez compris, c'est toujours très mauvais, mais je serai encore là l'année prochaine pour regarder la saison 9 et j'essaierai de vous en parler encore. Et ça c'est beau, bravo à toi. J'applaudis. J'enchaîne avec toujours une série AMC, puisque du coup c'est le sponsor pour moi aujourd'hui, puisque c'est elle aussi qui diffuse The Terror.
Ouais. comme série. Donc l'histoire de The Terror, pour ceux qui ne voient pas du tout de quoi je parle, c'est une série qui se passe au 19e siècle. On est sur une embarcation de bateaux dans l'Antarctique, où en fait leur but à la base c'est de de trouver la route entre le nord et l'ouest pour faire des échanges de marchandises ou je ne sais trop quoi. Sauf que en fait l'expédition forcément ne va pas se passer comme prévu et en fait la menace du lieu en lui-même, du climat, d'une espèce de créature étrange ou autre, il se passe des choses un peu, des gens qui tombent malades, des choses comme ça et donc je vous en dis pas plus pour pas essayer de trop spoiler, mais c'est du coup, c'est La Terreur, c'est une série qui se veut plutôt fantastique, horreur qu'un pur drama. Ouais. Je vais y venir après, c'est quand même assez gore. C'est adapté d'un bouquin de Don Simmons qui fait 1000 pages. Donc moi j'ai regardé la série en plus toujours en ne sachant pas si c'était un one shot ou si il voulait faire continuer le truc. Est-ce que tu savais que c'était une histoire vraie? Parce que ça, faut le dire, c'est que c'est adapté, enfin, c'est sur une histoire vraie, ce truc. C'est ce que j'ai vu aussi après coup, qu'apparemment, oui, effectivement, les mecs de l'expédition sont des gens qui ont existé. Après, je sais pas si l'histoire. J'imagine c'est romancé forcément, mais la base est réelle. Donc moi, quand j'avais la série, je l'ai vu débarquer il y a peu de temps parce que des gens en parlaient. Puis quand tu lis effectivement quelques petites choses sur le scénar, c'est assez accrocheur. Même si moi justement, je suis assez méfiant sur tout ce qui est trucs d'époque. Même les expéditions en bateau, c'est pas forcément mon kiff. Mais après, j'aime bien tout ce qui est Moby Dick, donc je me suis dit qu'il y avait peut-être cet aspect-là. Et j'étais curieux aussi de voir cette histoire de créatures, d'horreur, tout ça. Donc je me suis dit, banco, on va regarder cette série. Donc j'ai du mal en fait à trouver les mots sur cette série parce qu'en fait j'ai bien aimé, mais pas autant que j'aurais. Mais j'ai pas autant aimé que j'aurais aimé l'être en fait. Parce que donc les retours sont quand même extrêmement positifs sur la série. Sur le papier, pour ma part, c'était donc au départ très bon, mais j'ai trouvé qu'au final, il y avait des petites faiblesses qui restent quand même bien maigres par rapport aux nombreuses qualités de la série, qui restent quand même très singulière dans son truc. Mais c'est pas une œuvre aussi définitive qu'on pourrait le lire ailleurs. Ce qu'il faut le dire, c'est extrêmement lent comme série. Ouais. Donc, il y a 10 épisodes. Mais le ton, en fait, l'ambiance, c'est... Mais après, c'est à double tranchant. Hein. Je pense que des gens peuvent être totalement embarqués par le ton de la série, qui est une ambiance assez silencieuse, quasiment hypnotique par moments. Et après, pour ceux donc qui entendent parler de la créature, tout ça, et je pense que vous l'avez bien compris aussi, que il faut pas regarder la série pour ça, sinon vous allez être vite déçus. C'est une série surtout qui s'intéresse à la survie en fait, c'est la souffrance du lieu, du climat, c'est sur ça surtout que la série va s'appuyer. Après, moi la série m'a beaucoup fait penser à quelque chose dont je l'ai lu nulle part ailleurs, donc c'est ma petite touche personnelle pour le coup. C'est la référence au pacte des loups. Oula. Au pacte des loups. Moi, ça m'a beaucoup fait penser au pacte des loups. Tu donnes pas envie de regarder là. On est d'accord. Mais pourquoi? Parce que du coup, les Inuits égalent un petit peu les Indiens dans le pacte des loups avec Marc Dacascos. Il y a tout le côté chamanisme, tout ce qui est sur la créature, la mythologie qui est faite autour. T'as aussi des différences de rang social, de civilisation entre des personnages. Je trouvais que ça, même si ça n'a absolument rien à voir finalement dans le lieu, puisque là on est totalement en Antarctique, Ouais. mais j'ai trouvé que ça jouait un peu des fois sur des ressemblances comme ça sur certains points. C'est marrant. Après j'ai trouvé la série du coup très gore. Disons que vous avez des séquences chocs qui marquent en fait. La série, elle utilise une imagerie assez violente. À la Game of Thrones?
Ouais, c'est un peu ça. Mais Game of Thrones, ils le font par exemple, ouais, en fin d'épisode ou. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Comme une sorte d'événement à l'intérieur de Ouais. l'épisode, alors que là, non, c'est traité comme si c'était naturel. C'est ça que tu. Ouais, voilà, ça peut être en milieu d'épisode, tu t'y attends effectivement pas trop. C'est En plus, comme je vous le disais, donc ça se passe dans le froid et on voit tout. Il joue beaucoup sur la souffrance de ce lieu avec tout ce qui est les corps qui ont plein enfin, je sais plus comment on dit là, Les gélures, des trucs comme ça. les gélures, oui, voilà, sur le visage. En plus, c'est une époque avec, comme je vous disais, des maladies à la con, tout ça. Ils bouffent du plomb, des trucs comme ça. Donc, en plus, c'est un des problèmes aussi de la série, je trouve, c'est que des fois les personnages, comme ils sont bien vêtus en général, dans le froid et tout, c'est que tu les reconnais pas forcément tous, même en plus comme ils ont des modifications du visage des fois avec le froid et tout ça. Ouais. Et t'es un peu paumé, je trouve, au niveau des personnages, même dans les noms, parce qu'il y a quand même pas mal de noms comme ça qui circulent. Je pense que c'est une série qui gagne aussi peut-être à la revoir dans quelques années, une seconde vision, parce que tu captes pas tout, alors que je pense que tout est très limpide dès le premier épisode sur plein de points. Une autre chose qui m'a perturbé au final, c'est les personnages, qui je trouve que du coup, comme je vous dis, il y en a pas mal, et c'est pas assez exploité, je trouve, sur eux pour être assez impliqué. Parce que le cast est assez solide, hein, c'est les mecs qui jouent bien. Ouais. Mais après, c'est trop flou, je trouve, pour vraiment être dans l'ambiance de leur mort, de ces trucs-là. C'est vraiment l'impact visuel qui fait que vous êtes choqué par le truc. C'est l'action, c'est le côté graphique Ouais. qui sauve les séquences qui sont ultra efficaces, mais qui en plus en général sont, pour moi, du coup, le gros point noir de la série, c'est tout ce qui est effets spéciaux. C'est encore AMC du coup, et je pense qu'ils ont pas trop de thunes des fois là-bas, et et tu le ressens au niveau de la technique. Et du coup, justement, tout ce qui est les séquences avec la créature, c'est l'impact du gore qui fait que la séquence est réussie, et puis le fait d'être surpris par la chose. Mais si tu regardes le visuellement, tu te dis ouais, non, ça marche pas, quoi. Donc c'est un peu dommage que du coup la technique ne suit pas, l'impact se fait pas, l'impact il se fait que par le choc. Donc c'est assez futile finalement tout cela. Ouais. Après, pense que, comme je vous le disais, certains vont trouver ça absolument génial malgré tout ce que je dis, parce que la série quand même, elle est chiadée, elle tient debout, parce que donc pour moi à la fin c'est fini, hein, il y aura pas de saison 2. Il n'y a pas de. Ouais, je pense pas. Je vous dis, les effets spéciaux sont pas ouf, mais après visuellement la série, les décors, tout ça, c'est quand même assez sympa. Il y a des petites idées quand même de mise en scène, ne serait-ce que le dernier plan par exemple, qui sont assez intéressants. Et puis surtout, c'est vraiment une œuvre singulière, comme je disais tout à l'heure. On n'a pas souvent l'habitude, il y a quasiment pas une seule meuf du casting, donc c'était en plus. Ah, c'est ça qui t'a plu. Bah ouais. Pour ceux qui aiment l'esprit de camaraderie virile ou pas, avec que des mâles qui sentent le bouc, vous allez kiffer la série, parce que c'est ça, hein, comme série. Donc moi je vous le recommande chaudement d'y jeter un œil pour vous faire un avis quand même, parce C'est que prévu. Si on a trouvé le premier épisode extrêmement chiant et qu'on a décidé du coup de pas regarder la suite, est-ce qu'il faut qu'on pousse? Non. je pense pas. Non. Parce qu'en plus, beaucoup disent que la deuxième moitié est moins intense que la première moitié. Il y a un événement qui fait qu'il y a un basculement à un moment. Mais ouais, regardez-le, les garçons. Je Et crois les que. Et je sais pas si tu l'as dit, mais c'est produit par Ridley Scott. Ouais. Il y a Ridley Scott qui est à la prod. Ouais, t'as touché deux mots du casting, mais c'est vrai qu'il y a du solide là-dedans. Il y a, alors je sais jamais comment on prononce son nom, Ciarán Ciarán. Hinds. Ah.
Voilà, ceux qui jouaient dans Rome, que vous avez vu aussi dans certains Spielberg, enfin il avait Et une dans carrière Justice pas League. dégueulasse. Tout est lié. Même dans Game of Thrones, du coup, pour le coup. Il y a un autre acteur qui jouait aussi dans Game of Thrones et qui jouait aussi dans Rome, mais lui, je me souviens jamais de son nom. Tobias Voilà, Mackenzie. Ouais, voilà, Ouais. merci de Tobias Mackenzie, qui est un bon acteur. Et voilà, enfin, c'est vraiment un cast plutôt sympa. Et donc voilà, après, tu as parlé de créatures. J'ai pas encore regardé la série, mais j'ai déjà vu qu'il y avait des petits clins d'œil à Lovecraft. Ouais. Ce genre de choses et voilà, donc effectivement moi je pense peut-être que je reviendrai dessus dans une prochaine émission quand je les aurai regardés, mais c'est vrai que c'est noté dans la watchlist. Et donc Seb, toi t'as maté le premier épisode si j'ai bien compris et ça t'est tombé des yeux. Je me suis un petit peu fait chier. En fait, pour tout dire, je savais pas qu'on allait arriver dans une histoire de monstres, etc. Je savais absolument pas ce que je regardais. Pour moi, c'était juste des mecs sur un bateau qui naviguent. Et je m'en fous. Oui, c'est vrai que dit comme ça ça n'a pas l'air très... Pourtant, le premier épisode, moi, je trouvais très réussi parce que justement, tu sens que ce que tu regardes, ça va aller ailleurs. Il y a un côté fantastique qui est déjà souligné. Il y a même un plan, ça m'a fait carrément penser à Zombie de George Romero avec le mec couché dans son lit où tu dis qu'il va se réveiller en zombie. Enfin, moi, ça m'a fait trop penser à ce plan-là. Mais je vais essayer ouais, d'y revenir. On verra. Peut-être que j'étais mal luné, ça arrive. Mais ouais, c'est une série que j'aurais grand plaisir à peut-être à revoir dans quelques années. Et est-ce que tu conseilles un visionnage avec 2-3 épisodes enchaînés ou un épisode chaque soir Bah moi, je les ai regardés au début, j'en ai regardé 4 le premier soir. Ouh. Et après, j'ai dû ralentir un petit peu la cadence à 2-3, mais on peut en regarder plusieurs à la suite. Ouais, donc, très bien. Bon, bah, écoutez, The Terror, donc c'est passé il n'y a pas si longtemps sur AMC. D'ailleurs, je crois que la diffusion en fait est encore en cours. En fait, j'ai pas trop compris leur Oui, système. moi aussi, j'ai vu qu'il n'y avait pas tous les épisodes qui étaient disponibles partout en même temps. Enfin, c'était un petit peu curieux. Ouais. Effectivement. Bon, bah voilà, donc il nous reste. Je vais vous parler très très rapidement de Wild Wild Country, donc une série documentaire qui est diffusée actuellement sur Netflix, qui est une série réalisée par, j'imagine, des frères Chapman et McLean Way. Donc c'est une série de 6 épisodes qui durent environ 1 heure chacun. Chaque épisode dure 1 heure. Je vais vous faire le pitch parce que c'est quand même assez fou cette histoire, mine de rien. C'est une secte créée par un gourou indien qui s'est installé sur un petit territoire dans l'Oregon des États-Unis, à côté d'un petit village qui devait avoir même pas une centaine d'habitants. Sauf que la secte, ils sont arrivés à un chiffre, à un moment, je crois, de plus de 100 000 habitants. Et ils ont construit complètement une ville eux-mêmes avec leur propre générateur électrique, enfin voilà, un truc énorme avec leur propre barrage électrique, leur propre système d'eau et compagnie. Enfin, il y avait vraiment tout de A à Z, ils boulangerie, ils ont fait vraiment eux-mêmes leur truc. Sauf que c'était donc une secte. Et donc forcément, avec les autochtones du coin, ça a commencé à partir en couille. Au niveau des élections électorales et compagnie, vu que les gens de la secte étaient beaucoup plus nombreux, ça a commencé à jouer sur les élections, sur le résultat des votes et compagnie. Donc forcément, l'administration américaine s'est mêlée de ça aussi, a créé des lois pour contrer ce genre de choses. Donc du coup, je vais être obligé de balancer 2-3 événements pour vous donner à quelle hauteur ça se situe. Mais donc, vu qu'à un moment, ils ont essayé d'être contre la secte, au niveau des votes, la secte, pour avoir encore plus de possibilités de voix, ils ont fait venir tous les SDF qu'ils avaient dans la région. Ils envoyaient carrément des bus dans les grandes villes et compagnie pour ramasser tous les SDF et les ramener dans leur patelin pour qu'ensuite ils puissent voter. Sauf qu'entre-temps, il y a eu d'autres lois qui ont été votées pour les empêcher de voter. Pour les empêcher de voter, donc voilà. Enfin, voilà, on situe très bien que sur les 6 épisodes, on a 3 premiers épisodes qui sont pratiquement uniquement concentrés là-dessus, sur des déboires, on va dire, juridiques, judiciaires, et voilà. Et là, les 3 derniers épisodes sont beaucoup plus orientés sur des intrigues de palais, avec donc des membres à l'intérieur de la secte qui commencent à se tirer les uns sur les autres dans les pattes, parce que forcément,
vu que les problèmes arrivent, chacun essaye de sauver plus ou moins sa peau. Donc on a le gourou principal que les gens appellent Osho, qui a une première secrétaire qui s'appelle Sheila, qui elle va essayer de créer une sorte de dissidence à l'intérieur même de la secte. Et Osho du coup va se retourner contre elle, va l'accuser de meurtre et compagnie. Enfin, on va vraiment aller très très loin dans le délire. Il y a eu des arrêts comment dirais-je, internationaux pour Sheila, qui a donc été obligée de partir avec un petit groupe de personnes dans des pays européens afin d'éviter d'être emprisonnée aux États-Unis. Enfin, voilà, c'est vraiment extrêmement rocambolesque. Je vais pas tout vous spoiler quand même, parce qu'il y a vraiment énormément de rebondissements, et c'est ça qui est assez hallucinant, c'est que c'est un documentaire, mais que tout est vrai, hein. Ça s'est passé fin des années 70, début des années 80 aux États-Unis. J'en parlerai après. Mais donc voilà, ce que je peux dire sur cette série documentaire, c'est qu'au départ, quand j'ai commencé à regarder le premier épisode, je savais très peu de choses. Je savais que ça parlait d'une secte et compagnie, et que je suis assez fasciné par ce genre de sujet. Je m'attendais à une œuvre de fiction, donc du coup j'ai un peu été ça m'a un peu dérouté. Finalement, je me suis accroché. J'ai regardé les 6 épisodes. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est extrêmement dense. C'est vraiment très très riche, qu'ils ont eu accès à des images d'archives, mais des heures et des heures d'images. Ils ont une masse d'images, c'est vraiment hyper documenté et hyper complet. On a plein d'images de l'intérieur de la ville à l'époque et tout, entrecoupé d'entretiens avec des acteurs de l'époque de nos jours. Par exemple, on a des interviews de Sheila, qui est donc, on va dire, le personnage principal du documentaire. On a aussi des entretiens avec les autochtones de l'époque du village à côté de la secte. Enfin voilà, c'est vraiment extrêmement riche et très dense. C'est pareil, je trouve surtout que les 3 premiers épisodes sont tellement copieux et tellement parfois retors, si on n'a pas tout saisi les rouages juridiques et judiciaires, que ça peut être parfois un petit peu pas ennuyeux, mais pas loin, un petit peu les trucs judiciaires, c'est pas ce qui me passionne le plus, clairement. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut regarder tard dans la nuit, il faut vraiment être au taquet. Les 3 derniers épisodes, je vous dis, sont pour moi beaucoup plus intéressants, parce que voilà, c'est reconcentré sur l'humain et compagnie, avec les petites guéguerres intestines et compagnie. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse plus. Et voilà. Alors après, je trouve que le documentaire est une vraie franche réussite, parce que c'est quelque chose de, voilà, comme je vous l'ai dit, qui était vraiment qui arrive à être passionnant sur tout le long. Et pourtant, 6 épisodes de 1 heure sur un sujet comme ça, c'est quand même pas facile. Il y a une BO qui est absolument géniale. Enfin, moi, voilà, on met du Bill Callahan dans la BO, du Damien Jurado, forcément ça me parle. D'ailleurs, le titre de la série est basé sur un morceau de Bill Callahan, que je vous laisse découvrir. Ensuite, ce que je peux dire aussi, c'est que ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est qu'à aucun moment il y a de parti pris. Alors vous allez me dire que ça devrait être un peu le but et la finalité de chaque documentaire, sauf que c'est très peu souvent le cas. Donc là, on n'a jamais vraiment de position. On ne sait pas si les gens qui font partie de la secte étaient vraiment illuminés et compagnie. Enfin, on sent, il y a des petites touches par-ci par-là. On sent qu'il y a encore des personnes qui, même encore aujourd'hui, sont encore sous l'emprise du gourou, qui pourtant est décédé. Mais on voit l'avocat de l'époque qui en parle aujourd'hui, et même quand il en parle aujourd'hui, il a encore les larmes qui coulent sur lui. Et c'est vraiment, à ce moment-là, très parlant. On voit que l'emprise est encore très forte, même aujourd'hui. Et voilà, donc on ne sait jamais si cette secte était vraiment quelque chose qui était de l'ordre des vraies bonnes intentions, ou si c'était, comme on va dire 99%, même 100% des sectes, une arnaque totale avec un escroc donc la figure du gourou, qui était quand même un mec qui aimait les grosses bagnoles et compagnie, les montres clinquantes. Donc on a toujours on est toujours sur ce pied, on ne sait pas sur quel pied danser avec ce genre de personnage, et la série restitue extrêmement bien ce sentiment-là. Donc voilà, après, si c'est pas forcément un sujet qui vous parle ou quoi que ce soit, lâchez l'affaire. Ensuite, moi, je
trouve, je crois que je suis pas le seul à l'avoir pensé, mais je pense que ce genre de petite péripétie aux États-Unis, l'ami Damon Lindelof, il a dû avoir des petits souvenirs de ça au moment d'écrire Lost et d'écrire The Leftovers. Voilà, pour les espèces de sectes un peu éliminées. Vous allez me dire que c'est très facile après que toutes les sectes ont un peu ce genre de système-là, mais non, il y a d'autres choses qui sont un peu plus précises au niveau des détails et que vous retrouverez dans Lost et surtout dans Lost, un peu dans Leftovers, mais surtout dans Lost. Et voilà, donc je vous encourage parce que ça c'est quand même vachement intéressant. Ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, mine de rien, aux États-Unis. Moi, je connaissais pas du tout cette histoire. J'ai découvert ça de A à Z et que c'est vraiment extrêmement bien construit, qu'à aucun moment ça devient pénible ou quoi que ce soit. Je vous dis, il faut s'accrocher par moment, surtout au début pour les péripéties judiciaires, mais le reste après ça s'enchaîne magnifiquement et voilà, c'est comme un bon roman. Il y a vraiment toujours quelque chose de plus fou. On se dit jusqu'où ça va aller et ça va très très loin et voilà. Donc c'est Wild Wild Country, c'est dispo sur Netflix et ça fait, il y a pas mal d'échos quand même. Donc allez-y, franchement, c'est vraiment, vous perdrez pas votre temps là-dessus. Et si on est fan du film de Love Guru avec Mike Myers, tu recommandes la série? Je pense que vous pouvez faire une petite soirée sympa. Ouais. Mike Myers, c'est parfait dans le rôle du gourou. Effectivement. Voilà, tout à fait. Votre film de secte préféré, les garçons? Écoute, moi je veux dire Love Guru, Captain America Winter Soldier, vu que les fanboys absolus de Marvel sont un peu parmi une secte, donc ouais. D'ailleurs, j'avais prévu de faire un enchaînement en parlant de ça, mais que du coup j'ai lâché l'affaire, vraiment. Mais bon, voilà. Bon, écoutez, messieurs, je crois qu'on a fait le tour de l'émission. Oui. Peut-être, je ne sais pas. Voilà. C'était une fort belle émission. Kevin a peut-être un dernier mot à dire? Ouais, en fait, il tente dehors, ça pleut beaucoup, alors je vais peut-être passer la nuit ici. Kevin, tu pourrais Kevin demander déjà, je t'ai repris ta clé, comment t'es rentré? Ça, c'est un secret. Putain, il me fait peur. C'est bluffant, j'ai l'impression des fois qu'il y a vraiment deux personnages en fait quand tu Ouais, alors en fait, c'est parce que je suis une vraie personne, tout simplement. Oui, voilà, c'est une vraie personne. Oh, joli. Joli. Vous avez vraiment cru que c'était Sébastien qui faisait tout? Bah non, j'existe vraiment. Vous avez vraiment cru, vous êtes con. Ouais, ils sont cons. Ah là là. Essaye de faire parler les deux en même temps. On peut pas parce qu'il y a qu'un seul micro. Et du coup, on est obligé d'échanger la place pour le micro parce qu'on peut pas parler en même temps. C'est impossible. Et ouais. Il va bouger pour que je puisse prendre le micro. Enfin, c'est très technique tout ça. Oui, ça a l'air très technique. Est-ce qu'on peut déjà annoncer ce qu'il y aura dans la prochaine émission, Seb? Tu vas faire languir tes fans. Tease-les. Attends. Il y a un quoi comme film de super-héros qui sort? Alors, le film de super-héros, c'est un type avec une super bite qui va baiser une super meuf avec une super chatte et il lui met un coup de cravache dans la gueule. C'est 50 nuances, je sais pas quoi. Je sais plus, c'est le troisième quoi. Oui, bonne question. Je l'ai pas encore vu, hein. Comment il s'appelle, Je l'ai pas encore vu. Ouh là là. Donc là, Ouh là là je là le là. vois demain. Ouh. Bon. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, sur ce, nous allons nous quitter. Je vais rappeler quand même les comptes Twitter de chacun. Donc, celui de l'émission Bug le Podcast sur Twitter. Seb, c'est Grumpy Seb. Je suis Alphonse Dadet quand on ne bloque pas ma page. Et Rebelle. et merci. Et Bastien, ton compte Twitter? Mon compte Twitter, c'est Michael Vegas. Ah, merde. Ça devait arriver un jour. Bravo. Qui est Michael Vegas? Bon, on la refait. Oui, bonjour mieux. Alors, ton compte Twitter, Bastien? Oui, mon compte Twitter. C'est Michael Vegas. Et oui, comme vous l'entendez, je tire souvent le jackpot. J'aime le jeu, les roulettes et les tournantes. Donc vous pouvez aller sur les internets, regarder mes petites photos et forcément, comme tout bon joueur, j'ai aussi beaucoup de chat. Merci à Jean-Marie Bigard pour l'écriture de ma chronique. Bravo à lui.
Eh bien écoutez, donc nous avons terminé pour cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des suggestions, si vous voulez même participer à l'émission, parce qu'on est toujours open à de nouvelles aventures, parce qu'on aime ça, nous, eh bien bien. n'hésitez pas à nous le faire savoir, ou même à nous insulter, ou même à nous bloquer nos pages Twitter. Donc sur ce, portez-vous bien, et à dans Et je 15 propose jours, les qu'on se quitte petits sur une chats. chanson, puisque Ah, vas-y. c'est fin avril, donc je reprends. Joli mois de mai, quand reviendras-tu m'apporter des feuilles, m'apporter des feuilles. M'apporter Joli des mois de mai, feuilles, quand joli mois de mai. reviendras-tu m'apporter des feuilles pour me torcher le cul.